À la seconde moitié du mois d'octobre 1944, les forces soviétiques ont franchi pour la première fois la frontière est de l'Allemagne depuis le début de la guerre. Le village de Nemmersdorf, situé en Prusse orientale, fut l'une des premières localités allemandes occupées, et son nom est resté gravé dans les registres comme le lieu où commencèrent des crimes qui allaient se multiplier par la suite. L'offensive de l'Armée rouge a réussi à traverser la rivière Angerap et à pénétrer quelques kilomètres plus loin, bien qu'elle se soit rapidement repliée. Ce court séjour dans le village suffit à déclencher une scène qui, quelques jours plus tard, choqua ceux qui revenaient dans la zone. Nemmersdorf était une petite communauté sans importance stratégique majeure, mais elle est devenue un symbole de ce que les troupes allemandes et les habitants locaux ont trouvé à leur retour. À première vue, les maisons étaient pillées, les murs portaient des impacts de projectiles et les portes avaient été enfoncées. À l'intérieur, les meubles étaient détruits, les effets personnels dispersés et l'air chargé d'une odeur persistante d'humidité, de sang et de métal brûlé. Dans certaines pièces, les fenêtres étaient couvertes de couvertures déchirées et les rideaux cassés pendaient d'un seul côté. Ce qui a le plus perturbé ceux qui ont parcouru les lieux fut la présence de corps sans vie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Plusieurs étaient alignés près d'une grange. D'autres, étendus sur les lits, montraient des signes de violence directe. Parmi les cadavres se trouvaient des femmes âgées, certaines entièrement nues ou partiellement vêtues de sous-vêtements, dans des positions suggérant une lutte. D'autres étaient sur des tables, sur le sol de la cuisine ou dans les entrées, avec des blessures combinant coups, tirs et lacérations profondes. À proximité, les restes de filles et de femmes âgées portant des traces d'agression ont été découverts. Et dans un des abris souterrains, d'autres corps ont été retrouvés, présentant des indices d'exécution à courte distance. Les détails des autopsies n'ont pas été entièrement divulgués, mais les documents internes indiquaient fractures, déchirures internes et blessures compatibles avec des abus physiques prolongés. L'état des cadavres, associé au désordre général, indiquait que les événements avaient été délibérés et non le résultat d'un affrontement isolé. Les témoignages des survivants vivant à l'extérieur du village affirmaient avoir entendu des cris, des coups de feu et le bruit de véhicules toute une nuit. Certaines personnes ont raconté qu'à l'aube, elles virent des soldats soviétiques se retirer en sens inverse, laissant derrière eux des colonnes de fumée. Une femme ayant réussi à se cacher dans un grenier a déclaré avoir observé par une fissure plusieurs hommes entrer dans les maisons, en sortir les occupants et les conduire vers le centre du village. Ensuite, les sons qu'elle a entendus furent des cris et des pleurs, suivis du silence. Elle a dit qu'elle n'est sortie de sa cachette que plusieurs jours plus tard, lorsque l'artillerie allemande se fit à nouveau entendre au loin. Les autorités allemandes profitèrent rapidement de l'événement pour le diffuser. Des enregistrements furent réalisés, des photographies prises et des rapports officiels rédigés et envoyés à Berlin. Goebbels ordonna une large couverture dans les actualités et la distribution de brochures décrivant les événements. Les images diffusées montraient des corps alignés, des femmes couvertes de couvertures et des murs tachés de couleurs sombres. Les rapports indiquaient que les soldats de l'Armée rouge avaient tué sans distinction, violé des femmes de tous âges et détruit les maisons. L'un des éléments ayant le plus marqué fut le témoignage de médecins allemands ayant procédé à l'examen des corps. Ils ont indiqué que plusieurs victimes présentaient des signes d'agression sexuelle et certaines avaient été attachées ou maintenues avant d'être tuées. Ils ont mentionné que l'état de certains cadavres suggérait la participation de plusieurs personnes aux attaques. Des mutilations ont également été enregistrées, renforçant le récit d'une brutalité extrême. Dans l'une des descriptions les plus diffusées, il a été indiqué qu'une femme avait été trouvée clouée à la porte d'une grange avec des baïonnettes, dans une position décrite froidement dans les documents officiels. L'impact psychologique sur la population fut immédiat. La diffusion des événements de Nemmersdorf provoqua la panique dans les régions voisines. Les déplacements se multiplièrent, des familles entières quittant les villages pour chercher refuge dans des zones plus éloignées du front. La présence de l'Armée rouge commença à être associée non seulement à l'avancée ennemie, mais aussi à une menace directe pour la vie et l'intégrité des civils. La propagande allemande renforça cette perception avec des discours présentant les soldats soviétiques comme des figures incontrôlables, dépourvues d'humanité et guidées par la rancune. En quelques jours, Nemmersdorf devint un cas emblématique,
cité dans chaque discours officiel et mentionné dans les écoles, journaux et émissions de radio. Les descriptions étaient répétées mot pour mot par les présentateurs lisant les rapports devant les micros d'État. Dans certaines villes, des expositions photographiques furent organisées où les visiteurs pouvaient voir les images sur des panneaux vitrés. Des actes publics furent également organisés avec des orateurs décrivant ce qui s'était passé et avertissant de ce qui pourrait arriver si l'ennemi n'était pas contenu. Malgré l'usage propagandiste, ce qui s'est passé à Nemmersdorf fut également reconnu par des observateurs externes. Certains officiers étrangers ayant visité la zone peu après confirmèrent la destruction généralisée et la présence de corps présentant des signes de violence. Bien que l'interprétation exacte des événements ait varié selon les sources, les faits principaux ne furent pas niés. Un officier hongrois accompagnant une délégation d'inspection écrivit dans son journal que la scène était insupportable et qu'en ses années au front, il n'avait jamais vu une combinaison aussi précise de destruction matérielle et d'agression humaine. Certains chercheurs ultérieurs ont émis des doutes sur la présentation de certains détails, comme la position des corps ou le nombre exact de victimes, mais n'ont pas pu inverser l'idée générale déjà installée. Les mémoires de soldats allemands arrivés plus tard dans le village décrivaient une atmosphère d'indignation. Plusieurs d'entre eux racontèrent qu'en voyant les événements, l'état d'esprit du front changea. Ils affirmèrent que Nemmersdorf fut un point de rupture, un moment où les combattants cessèrent de considérer la guerre comme conventionnelle et commencèrent à la voir comme une défense existentielle. Sur le terrain, les familles tentant de revenir se heurtèrent à un environnement inhabitable. Les maisons étaient détruites, les routes impraticables et les champs vides. Il était impossible de cultiver, les réserves alimentaires avaient été pillées ou brûlées et les animaux avaient disparu. Il ne restait que des débris carbonisés, des outils cassés et des murs sans toit. Dans certaines maisons, on trouva des messages écrits au charbon en russe, avec des mots sans sens clair pour les Allemands locaux, bien que la présence de telles, les marques, ont renforcé l'idée d'une occupation délibérée. Les unités allemandes qui ont repris le contrôle de la zone ont utilisé Nemmersdorf comme point de référence dans leurs discussions internes. Des ordres spécifiques ont été donnés pour qu'aucun soldat soviétique trouvé à proximité ne soit capturé vivant. Certains commandants ont justifié des exécutions immédiates comme réponse directe à ce qui s'était passé. Les règles de combat ont été durcies et il a été question de venger les victimes. Dans de nombreux cas, les chefs militaires n'intervenaient pas face aux représailles individuelles de leurs hommes, partant de l'idée que le crime initial était trop grave pour exiger de la discipline. À mesure que l'armée rouge avançait dans d'autres secteurs, des récits similaires ont commencé à apparaître, bien que Nemmersdorf soit resté le cas le plus cité. Ce qui le distinguait était son caractère symbolique. C'était le premier village sur le sol allemand où un massacre accompagné de violences contre des civils avait été documenté. Le fait que cela se soit produit sur un territoire considéré comme national et non dans les zones d'occupation précédentes a accentué l'effet émotionnel. Pour beaucoup, c'était le signe concret que la guerre avait atteint leurs portes avec toute sa cruauté. Le souvenir de Nemmersdorf a été conservé dans les documents officiels, les dossiers médicaux, les reportages de presse et les journaux personnels. Dans les années suivantes, certains ont tenté de minimiser son importance en évoquant un usage propagandiste, mais l'ampleur de ce qui avait été découvert n'a pas été niée. Pour ceux qui ont vécu ces jours-là, le nom du village est resté associé au début d'une phase différente du conflit, une étape où le front n'était plus seulement une ligne sur les cartes, mais une menace tangible pour chaque maison et chaque personne. L'enfer urbain, la chute de Berlin et la loi du vainqueur. Les troupes de l'armée rouge atteignirent la capitale allemande à la fin du mois d'avril, après une offensive irrésistible. L'avancée vers Berlin était devenue l'objectif central du maréchal Zhukov et du maréchal Konev, tandis que Staline observait chaque mouvement depuis Moscou. Les deux dirigeants soviétiques rivalisaient pour l'honneur de capturer la ville, ce qui entraîna un siège brutal au milieu d'une destruction généralisée. Le bruit des canons ne cessait pas et les rues étaient envahies par la fumée, le feu et les bâtiments en ruine. Le centre de Berlin fut entièrement enveloppé par les combats, les divisions allemandes tentant de résister dans des conditions de plus en plus désespérées. Les lignes de défense s'effondraient les unes après les autres et des groupes de soldats étaient contraints de se replier parmi les décombres.
La peur et la confusion dominaient à la fois les combattants et les civils, piégés dans des caves et des stations de métro qui n'offraient pas une protection suffisante face aux bombardements incessants. Tandis que l'artillerie soviétique écrasait les quartiers, des milliers de femmes, de personnes âgées et d'enfants tentaient de se cacher sous terre. Dans certaines zones, la population avait été évacuée, mais dans beaucoup d'autres, des habitants étaient restés, croyant que le régime tiendrait ou que la reddition apporterait un semblant d'ordre. Les promesses de la direction allemande contrastaient avec l'effondrement total qui régnait dans les rues. Les autorités ne contrôlèrent plus rien et les messages de propagande étaient remplacés par des ordres contradictoires ou par un silence absolu. Dans ce contexte, l'armée rouge intensifia sa présence et commença à prendre le contrôle des bâtiments stratégiques. Chaque pâté de maison était disputé à coups de feu et les troupes soviétiques, portées par la victoire imminente, avançaient sans relâche. Le bruit des tirs était interrompu par des cris, des explosions et le fracas des véhicules blindés. Les combats se déplacèrent dans les cours, les escaliers, les tunnels. Les soldats ouvraient. Le feu se propageait dans les couloirs sombres. On jetait des grenades par les fenêtres et on enfonçait les portes à coups de crosses de fusil. Il n'y avait pas de ligne de front clairement définie. Tout était une zone disputée. La peur du tireur embusqué était constante. Souvent, il s'agissait de jeunes sans expérience ou même de civils armés. Certains tirèrent depuis les toits ou à travers les ouvertures des murs, et la riposte soviétique était généralement immédiate et violente. On utilisait des lance-flammes et des explosifs pour neutraliser tout foyer de résistance, sans se soucier de la présence éventuelle de personnes cachées à l'intérieur. La dévastation s'étendait sans distinction et le feu consumait des maisons entières. Les ordres de Staline étaient clairs. Il fallait avancer à tout prix. Zhukov imposait le rythme sans ralentir malgré les pertes. Le nombre de blessés augmentait par milliers, mais le commandement soviétique ne reculait pas. À mesure que les soldats traversaient le cœur de Berlin, le comportement de certains bataillons devenait de plus en plus incontrôlable. Beaucoup ne distinguaient plus entre objectifs militaires et civils. La ville se transforma en un lieu de pillage, de destruction et d'exaction. Les entrées des abris étaient forcées et ceux qui s'y trouvaient étaient expulsés ou maltraités. Le chaos était total. Bâtiments publics, gares, entrepôts et hôpitaux étaient occupés. Les drapeaux soviétiques apparaissaient sur chaque bâtiment conquis tandis que les symboles du régime allemand étaient détruits. Dans le quartier de Moabit, les unités soviétiques encerclèrent et prirent à la prison, libérant tous les détenus sans distinction. Certains étaient des criminels de droit commun, d'autres des prisonniers politiques ou des déserteurs, dont beaucoup rejoignirent le désordre général. On assista à des pillages massifs dans les pharmacies, les habitations privées et les centres de distribution alimentaire. Les camions de transport étaient arrêtés, vidés et abandonnés en pleine rue. Personne ne savait vraiment qui commandait. Certains officiers soviétiques tentaient d'imposer la discipline, mais l'ampleur de l'opération et le manque de contrôle logistique l'empêchaient. L'alcool, trouvé dans les dépôts et les caves, circulait parmi les soldats, aggravant la perte de contrôle. De nombreux témoins rapportèrent des scènes de soldats ivres tirant en l'air, se battant entre eux ou agressant la population sans raison. Pendant ce temps, dans les postes de commandement allemands, la communication devenait impossible. Les lignes téléphoniques étaient coupées et les messagers ne pouvaient plus franchir les lignes de feu. Les unités restantes agissaient de leur propre initiative. Certains groupes tentaient de fuir vers l'ouest dans l'espoir de se rendre aux Américains. D'autres continuaient à combattre par instinct ou faute d'ordre formel de capitulation. Le haut commandement allemand n'avait plus de contrôle réel. Même dans le bunker de Hitler, la confusion était totale. Les décisions se prenaient sur la base d'informations incomplètes et l'atmosphère était à la résignation. À quelques mètres du centre du pouvoir nazi, l'armée rouge contrôlait déjà des rues entières. La population civile, prise au piège entre les deux armées, n'avait plus personne vers qui se tourner. Les promesses de protection du régime n'avaient pas été tenues. Les églises fermèrent leurs portes, les services sociaux s'étaient effondrés et la police ne patrouillait plus. Certains tentaient de fuir par les tunnels du métro, mais beaucoup étaient inondés ou bloqués. Ailleurs, on improvisait des passages à travers les décombres pour changer de maison ou chercher de la nourriture. Dans plusieurs secteurs, des groupes spontanés de voisins s'organisaient pour protéger les plus vulnérables. Certains tentaient de négocier avec les soldats soviétiques en échange de montres, de nourriture ou de papier,
ce qui permettait parfois d'éviter une agression, mais ne garantissait rien. Dans les zones où les combats continuaient encore, les corps restaient abandonnés dans les rues pendant des jours. L'état de la ville était irréversible, les avenues principales étaient méconnaissables. L'asphalte était brisé, les arbres arrachés, les façades détruites. Les bâtiments encore debout portaient les impacts de projectiles, des trous d'éclat, des vitres brisées. La fumée ne se dissipait pas et l'air était difficile à respirer. La vie quotidienne avait disparu. L'approvisionnement en eau était inexistant et l'électricité ne fonctionnait que dans des secteurs isolés et pour de courts moments. La nourriture manquait et la peur était devenue la seule constante. Les enfants pleuraient sans cesse, les personnes âgées restaient muettes et les mères tentaient de maintenir une routine au milieu du chaos. Le bruit des chars, des rafales de mitrailleuses et des ordres en russe rythmait chaque journée. Lorsque les combats commencèrent à diminuer, la ville passa entièrement sous le contrôle de l'armée rouge. Ce qui suivit ne fut pas le rétablissement de l'ordre, mais une occupation sans structure claire. Certains soldats patrouillaient, d'autres buvaient et beaucoup s'appropriaient tout ce qu'ils trouvaient. Le pillage était courant, des montres aux matelas, et ce qui ne pouvait pas être emporté était détruit. Dans certains quartiers, les habitants se réunissaient pour demander de l'aide, mais n'étaient pas écoutés. La hiérarchie soviétique tarda à mettre en place des mécanismes de contrôle, et durant ces jours, la capitale allemande connut l'un des épisodes les plus sombres de son histoire récente. Pacte de survie. Se protéger en se rendant tôt le matin, la porte principale s'est de nouveau ouverte et refermée plusieurs fois, tandis que l'on entendait des pas lourds, des rires forcés et des voix étrangères montant les escaliers. Un instant plus tard, les voisines vivant à l'étage inférieur ont couru en haut des escaliers et ont frappé avec insistance, disant que les soldats les avaient trouvés cachés au sous-sol, que l'un d'eux avait un revolver et les avait forcés à sortir. Elles tremblaient en racontant qu'un officier avait essayé de les protéger, mais n'avait pas pu arrêter les autres. Et l'une d'elles semblait en état de choc et ne pouvait pas parler, tandis que des cris provenaient d'autres pièces et que tout était confus. Une femme plus jeune tenta de rassurer le groupe, bien qu'elle-même ait des vêtements déchirés et les yeux rouges, et toutes se cachèrent dans le garde-manger, serrées et silencieuses, tandis que dehors on entendait des coups et des portes s'ouvrir. Plusieurs heures passèrent avant que la maison ne se calme. Une dame âgée, qui avait été enseignante, essayait d'organiser les autres, disant que le mieux était de rester ensemble et d'éviter les confrontations. Elle proposa que nous prenions des tours pour surveiller les escaliers et murmura qu'il n'avait aucun sens de crier ou de supplier, car cela ne provoquait que plus de violence. Personne ne répondit. Il y avait des visages sérieux et d'autres éteints, et certaines femmes restèrent enlacées dans un coin, sentant que personne ne viendrait les aider. Plus tard, un homme âgé, voisin parti chercher de la nourriture, apparut à la porte et dit que dans d'autres rues, des scènes similaires se produisaient et que les soldats allaient de maison en maison. Il mentionna que dans certains endroits, des femmes avaient tenté de résister et que les résultats avaient été pires. Au crépuscule, une femme d'environ 30 ans décida de quitter sa cachette et de descendre à l'étage inférieur, disant qu'elle préférait parler directement aux officiers et demander protection, et personne n'essaya de l'arrêter. Quelques heures plus tard, elle revint le visage sérieux mais intact, racontant qu'elle avait parlé à un commandant qui, étonnamment, lui avait offert une certaine aide. Des hommes allaient s'installer dans le bâtiment pour quelques jours et ils n'autorisaient aucun désordre tant qu'ils étaient là. Il ajouta que si une femme voulait rester près de lui, elle aurait plus de garanties de ne pas être dérangée, et il n'était pas nécessaire d'expliquer ce que cela impliquait. Il y eut un long silence et ce soir-là, 2 voisines de plus descendirent avec elle. Le lendemain, la maison resta relativement calme. On entendait des ordres et des mouvements, mais les accès étaient surveillés. Celle qui s'était approchée de l'officier apportait un peu de nourriture, un peu de pain et quelques cigarettes. L'atmosphère était tendue mais moins chaotique. Et bien que certaines femmes restassent cachées, d'autres commençaient à comprendre que la seule façon de garder un certain contrôle était d'établir une sorte d'arrangement avec les officiers. Personne ne le disait à voix haute, mais le message était clair. Une femme âgée murmura qu'elle préférait cela à être traînée par un groupe d'inconnus en pleine nuit, et une autre répondit qu'elle ne savait plus ce qui était pire. Les plus jeunes semblaient absentes, assises avec le regard perdu, et on parlait peu, partageant la nourriture en silence. De temps en temps, quelqu'un pleurait sans bruit,
Dans l'après-midi, d'autres soldats apparurent et l'officier principal leur parla d'un ton ferme comme pour fixer des limites. L'un des nouveaux arrivants tenta de s'approcher des escaliers, mais fut arrêté. Et certaines femmes l'observèrent depuis le haut en remerciant le commandant d'un geste sans s'approcher. Le même jour, une des voisines décida de partir, disant qu'elle préférait chercher refuge dans une église ou dans un autre quartier. Elle dit au revoir avec une expression de fatigue et ne revint pas. La nuit tomba sans incident et l'on entendait des pas et des voix en russe, mais personne ne monta au deuxième étage. Les femmes dormaient habillées, beaucoup avec des couteaux sous l'oreiller, et il était difficile de savoir si la présence du commandant était une garantie ou seulement une pause. Au fil des jours, la situation devint presque routinière. Les femmes proches des officiers avaient accès à la nourriture, à l'eau chaude et à une protection de base, et en échange passaient du temps avec eux en silence, avec des expressions neutres, sans que personne ne pose de questions. Les autres restaient à distance, mais ne jugeaient plus. Chacun prenait ses propres décisions. La priorité était de survivre. Certaines parlaient de se déplacer dans d'autres bâtiments et d'autres prévoyaient d'attendre que les troupes bougent. De petits groupes se formaient pour se soutenir, et les femmes plus âgées tentaient de réconforter les jeunes. Les hommes, peu nombreux, évitaient d'intervenir, bien qu'un ou deux effectuent de petites tâches pour les soldats, comme nettoyer ou réparer, cherchant ainsi à se protéger eux-mêmes. La hiérarchie habituelle du bâtiment avait disparu. Séquelles médicales de la violence, infections et avortements forcés. Dans plusieurs hôpitaux de Berlin, le personnel médical commença à remarquer une augmentation constante de femmes arrivant avec des blessures physiques ne pouvant être attribuées à des accidents ou maladies courantes. Dans les centres de santé du quartier de Neukölln, les médecins ont pris en charge un nombre croissant de patientes présentant des lésions internes, des déchirures mal cicatrisées et des signes visibles d'infection avancée. Les femmes arrivaient peu bavardes. Certaines ne disaient que leur nom, d'autres rien, ne montrant que des corps épuisés, fiévreux, des saignements persistants, des vertiges ou des douleurs qui ne cédaient pas. Les rapports cliniques, bien que rédigés avec froideur administrative, constataient que de nombreuses femmes n'avaient pas seulement été agressées, mais faisaient également face à des conséquences médicales graves. Les infections vaginales étaient aussi fréquentes que les blessures physiques non traitées. Certaines présentaient des symptômes de syphilis ou de gonorrhée, d'autres des abcès, des plaies ouvertes ou des inflammations progressant sans contrôle. Les antibiotiques étaient rares, les pansements improvisés, et beaucoup étaient renvoyés chez elles faute de place pour les hospitaliser. Dans les services d'urgence, les gynécologues tentaient de soulager la douleur avec les moyens du bord. Ils savaient que beaucoup de patientes ne souhaitaient pas parler et n'étaient pas là volontairement. Des mesures minimales étaient appliquées avec les rares ressources disponibles. Pommades occasionnelles, compresses réutilisées, instruments de base. Le manque de personnel et de fournitures empêchait des soins appropriés. Certaines femmes avaient de la fièvre continue, d'autres ne pouvaient uriner sans douleur. Les plus jeunes arrivaient accompagnés de leur mère, les plus âgés seuls ou avec des voisines. Personne ne posait de questions, il suffisait de les regarder. Dans d'autres quartiers, les hôpitaux faisaient face à la même situation et le schéma se répétait. Femmes montrant des signes de contrainte, sans accès aux soins précoces et avec un corps détérioré par des infections incontrôlées. Parfois, les blessures étaient causées par des objets, compliquant davantage le traitement. Certaines patientes ne revenaient pas pour le suivi, d'autres étaient vues quelques jours plus tard dans un état pire, fièvre plus élevée et incapable de marcher. Dans les rapports médicaux, les médecins commençaient à écrire des phrases génériques comme « état avancé d'infection » ou « complications internes » pour ne pas avoir à détailler l'évidence. Dans certains cas, les femmes arrivaient avec des septicémies graves, incurables, mourant sans que personne n'enregistre officiellement la cause réelle. La surcharge de patients dans les centres médicaux engendrait des tensions dépassant le cadre sanitaire. Plusieurs professionnels commencèrent à laisser des dossiers mentionnant des cas impossibles à documenter avec précision. Dans certains rapports, on se contentait de noter « état grave », sans préciser s'il s'agissait d'infections, de traumatismes ou de séquelles multiples. Les priorités changeaient quotidiennement. Ce qui était urgent un jour était relégué le lendemain par des cas encore plus critiques. Certaines équipes tentèrent d'établir des critères de soins, mais il était impossible de les maintenir.
Il y avait des listes jamais complétées, des fournitures disparues avant usage et des postes prolongés sans pause. L'épuisement physique et émotionnel du personnel faisait partie de l'ambiance générale. Personne ne parlait de solution, seulement de tenir encore quelques heures. À l'hôpital de Neukölln, l'un des centres les plus saturés, un registre spécial fut créé pour les femmes enceintes non désirées. La liste s'allongeait chaque semaine, certaines arrivaient avec peur, d'autres avec colère, toutes cherchant la même chose, interrompre la grossesse. Un processus qu'elles n'avaient pas choisi, elles ne le demandaient ni pour des raisons idéologiques, ni par pauvreté, c'était une décision médicale, physique et émotionnelle. Beaucoup avaient été agressés par plusieurs hommes, en une seule journée ou à plusieurs reprises, certaines étaient des filles. Les assistantes sociales notaient l'âge, l'état général et les conditions de l'environnement, puis transmettèrent le cas à un médecin si disponible, parfois il n'y en avait pas. Les femmes attendirent des heures dans des couloirs bondés, où l'odeur de sueur et de désinfectant se mêlait aux pleurs des enfants et aux murmures constants des personnes épuisées. Certaines s'évanouissaient, d'autres partaient sans avoir été prises en charge. Les méthodes disponibles pour interrompre une grossesse étaient précaires dans la plupart des cas. On utilisait des pinces métalliques ou des sondes réutilisées. Il n'y avait pas toujours de moyens de les désinfecter correctement. Les avortements se faisaient sur des tables anciennes, couvertes de draps tachés. La procédure était rapide, douloureuse et dangereuse. Certaines femmes criaient, d'autres ne faisaient aucun bruit. Après l'intervention, elles devaient se reposer quelques minutes, mais la plupart étaient renvoyées chez elles immédiatement. Il n'y avait pas de place pour les retenir. Si elles ne présentaient ni fièvre ni saignement intense, on leur prescrivait du repos et on leur donnait un peu de coton s'il en restait. Dans certains cas, les femmes souffraient de saignements internes quelques jours plus tard. Lorsqu'elles revenaient à l'hôpital, il était difficile de savoir si elles survivraient. Parfois même, les médecins ne pouvaient le prédire. Le manque d'analyse et d'outils de base transformait chaque cas en pari. Le taux de mortalité était élevé, mais pas toujours clairement enregistré. Certaines moururent chez elles, sans soins médicaux, sans certificat ni enterrement digne. Dans certains quartiers, des groupes d'entraide féminins ont émergé. Elles se réunissaient à domicile pour partager des remèdes, du coton ou des moyens de prévenir les infections. Certaines avaient des connaissances médicales de base et aidèrent les autres avec des conseils. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Dans ces cercles, on parlait peu, la honte et la peur étaient présentes. Mais il y avait aussi de la solidarité. Les femmes qui avaient réussi à se rétablir offraient du thé, du bouillon ou simplement leur compagnie. Parfois, elles pleuraient ensemble, d'autres fois, elles restaient silencieuses. Dans certains immeubles, des coins étaient aménagés où les voisines gardaient des compresses, des herbes ou des bandages. Tout était utilisé. L'eau était bouillie, les mains lavées avec de l'alcool maison et des infusions préparées pour soulager la douleur. Au milieu du désastre, ces espaces sont devenus des lieux de résistance silencieuse. Au cours des mois suivants, les médecins continuaient de voir les mêmes cas. Les chiffres ne diminuèrent pas. Les rapports généraux parlaient d'une vague de pathologies féminines liées au trauma. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait. Les femmes continuaient d'arriver, certaines n'avaient pas plus de 15 ans, d'autres étaient grand-mères. Toutes partageaient une même marque sur le corps, un dommage qui ne se guérissait ni avec des pansements ni avec des analgésiques. Parfois, les médecins ne pouvaient qu'observer, écrire un diagnostic générique et passer au cas suivant. Il n'y avait pas de solution définitive, seulement des tentatives. La douleur, la fièvre et la peur faisaient partie du paysage quotidien. Ce qui était autrefois exceptionnel était devenu routine et chaque nouvelle patiente ajoutait une ligne à un dossier médical qui ne finissait jamais. La terreur comme outil, propagande, peur induite et décisions extrêmes. Dans les derniers mois de la guerre, l'appareil de communication nazi concentra tous ses efforts pour instaurer un climat de peur absolue. La propagande officielle n'avait pour autre objectif que de diffuser des informations provoquant la panique. Les médias alertaient sur des massacres supposés commis par l'ennemi, décrivant des scènes d'une brutalité extrême et affirmaient que la seule façon d'éviter ce destin était de rester fidèle au régime jusqu'au bout. Des histoires circulaient sur des corps pendus aux arbres, des enfants assassinés, des femmes attaquées, des prisonniers brûlés vifs et des villages entiers détruits sans distinction. Chaque nouveau bulletin visait à renforcer l'idée que la défaite entraînerait une catastrophe sans précédent.
Les messages les plus agressifs étaient signés par Goebbels lui-même, qui, depuis sa position de ministre de la propagande, ordonnait d'intensifier le ton et de les diffuser par radio, presse, tracts et haut-parleurs dans les rues. Il utilisait des phrases courtes et alarmistes répétées quotidiennement. Dans ses discours, il affirmait que l'ennemi voulait se venger, qu'il n'y aurait aucune clémence et que le peuple allemand n'avait que deux options, résister jusqu'au bout ou disparaître en tant que nation. Il assurait également que les soldats de l'Est ne faisaient pas de prisonniers et violaient toute femme rencontrée, quel que soit son âge. La répétition constante de ces avertissements créait une atmosphère insupportable. Dans les villes, les haut-parleurs placés sur des poteaux et des bâtiments diffusaient des enregistrements de discours patriotiques, d'hymnes militaires et d'avertissements contre le défaitisme. Dans les journaux, des articles décrivaient des scènes prétendument observées par des témoins. On parlait de personnes décapitées, de mères contraintes de voir mourir leurs enfants et de maisons incendiées avec leurs habitants à l'intérieur. Chaque détail visait à provoquer un sentiment de menace permanente. Il ne s'agissait pas de dissuader l'ennemi, mais de terroriser la population pour éviter des redditions anticipées. Dans les écoles, les enseignants lisaient aux élèves des passages préparés par le ministère de la Propagande, tandis que les membres de la jeunesse hitlérienne distribuaient des tracts aux voisins. Tout l'appareil institutionnel s'alignait dans une campagne qui ne cherchait pas à informer, mais à pousser au désespoir collectif. La peur devint un outil de contrôle social. La simple possibilité de tomber entre les mains de l'ennemi devenait une sentence pire que la mort, et cette idée commença à occuper l'esprit de millions de personnes. Goebbels écrivit dans son journal que les Berlinois devaient être préparés à tout. Il nota également que ceux qui se montraient faibles n'avaient pas leur place dans la nouvelle étape. À son avis, la peur n'était pas un obstacle, mais un allié pour maintenir la discipline. Il encouragea la diffusion de témoignages sur les supposées vengeances commises par les soldats soviétiques et autorisa la circulation de tracts illustrant des scènes atroces. Selon lui, ce type de récit était nécessaire pour provoquer une réaction violente chez les citoyens. Bivor relate que les services de propagande installèrent des haut-parleurs dans les zones publiques afin de maintenir un flux constant de messages, même lorsque la population n'avait pas accès à la presse ou à la radio. Les messages parlaient de torture, humiliation et viol collectif, utilisant un langage direct. Les mêmes phrases étaient répétées pendant des heures sans variation, et cette insistance créait un état de tension continue qui finit par affecter la stabilité émotionnelle de milliers de personnes. Dans de nombreuses maisons, la mort volontaire fut considérée comme une option préférable à la capture. Des familles entières stockaient des pilules, cherchèrent des armes ou préparaient du cyanure. Certains voisins échangeaient des informations sur des méthodes efficaces pour disparaître par leurs propres moyens, et il y a eu des cas où les autorités distribuaient du poison à leurs employés. La décision n'était pas prise sur un coup de tête individuel, mais comme le résultat d'un processus de pression constante. Les histoires répétées encore et encore finissaient par devenir des attentes acceptées. La présence de soldats ennemis à proximité était utilisée comme argument final. Les radios rappelaient que ceux qui tombaient entre leurs mains perdaient toute dignité. Ils apparaissaient comme une horde venue pour détruire, violer et tuer. Et la propagande décrivait même avec précision les attaques supposées, leur attribuant des actes de cruauté extrême. Cette représentation servait à justifier toute action extrême des citoyens. Goebbels nota que la décision de mourir plutôt que de se rendre était un acte de courage et un exemple pour les autres. À Berlin, plusieurs familles prirent des décisions irréversibles par elles-mêmes avant l'arrivée des troupes. Certaines le firent en groupe, d'autres séparément. Mais dans tous les cas, elles avaient entendu ou lu au préalable les messages d'avertissement diffusés par le régime. Bivor mentionne que, dans certains quartiers, les voisins trouvaient des corps dans les baignoires, dans les cours ou dans les salons, toujours avec des signes clairs de planification. Les autorités locales, au lieu de tenter de dissuader ces décisions, renforçaient le message selon lequel il valait mieux disparaître que d'être capturé. L'intensité de la peur augmenta à mesure que la fin approchait. Les discours officiels parlaient d'une catastrophe inévitable et d'un destin scellé. La population était encouragée à ne compter sur aucune aide. Goebbels écrivit que même ceux qui avaient suivi les règles seraient punis si l'ennemi arrivait. Cette affirmation annulait tout espoir.
Il ne s'agissait plus d'éviter la punition pour avoir combattu, mais d'accepter que personne ne survivrait, quel que soit son passé. La terreur était totale. Cette atmosphère de résignation forcée, soigneusement construite par les hauts dirigeants, fit en sorte que la reddition ne soit plus une option rationnelle. Les alternatives étaient de mourir en combattant ou de se donner la mort. La possibilité de survivre ne faisait tout simplement pas partie de l'horizon mental conçu par le pouvoir. Chaque message, chaque discours, chaque ordre distribué dans les rues avait ce même objectif: supprimer la volonté de se rendre sans avoir besoin d'utiliser la force directe. Et ils y sont parvenus dans de nombreux cas. La vengeance comme doctrine, comment la barbarie a été justifiée depuis Moscou. Pendant les premières semaines de l'avancée soviétique dans l'est de l'Allemagne, l'idée de punition n'était pas un élément accessoire. Depuis Moscou, un discours clairement défini avait été diffusé, indiquant aux soldats qu'ils ne se contentaient pas de conquérir, mais qu'ils rendaient coup pour coup ce que l'ennemi avait fait auparavant. Les affiches, les discours officiels et les émissions radiophoniques ne soulignaient pas seulement la responsabilité collective de la population allemande dans les crimes du régime nazi, mais transformaient cette accusation en licence tacite pour exercer des représailles sans mesure. Dès que l'armée rouge franchissait la frontière vers le territoire allemand, beaucoup de ses membres agissaient avec la conviction de remplir une mission de justice accumulée. Dans les pamphlets imprimés en masse, il était écrit que chaque village allemand devait payer pour ce qui s'était passé en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Il n'était pas question de procès ni de détention légale. Le concept était plus large et en même temps plus brutal. Il s'agissait d'un règlement de compte direct, sur le terrain, sans filtre légal ni supervision des supérieurs. Certains rapports internes avertissaient que les actions de représailles échappaient à tout contrôle, mais ces avertissements étaient ignorés. La logique de l'époque indiquait que quiconque possédait un fusil et arborait l'étoile rouge était autorisé à répondre par les moyens qu'il jugeait appropriés. Dans certains cas, cela comprenait des pillages généralisés, dans d'autres, des passages à tabac de civils, et dans de nombreux cas, la violence prenait des formes encore plus brutales. Le magazine Crocodile, porte-parole satirique du régime, publiait des caricatures représentant les Allemands comme des rats lâches, suppliant pitié après avoir ravagé le continent. Parallèlement, les discours politiques utilisaient des termes comme « bêtes fascistes » ou « monstres au visage humain » pour désigner les ennemis vaincus. Cette déshumanisation n'était pas accidentelle. En présentant les citoyens du Reich comme une partie inséparable de l'appareil d'agression, tout dilemme moral sur le traitement alors réservé était éliminé. L'agresseur n'était plus seulement un soldat ennemi, mais aussi le vieil homme qui marchait difficilement, la mère qui fermait la porte en tremblant ou le jeune homme qui observait en silence, sans résister. Pour beaucoup, l'invasion devint une sorte de libération intérieure, où l'humiliation subie pendant des années trouvait un exutoire direct. Les ordres venus des niveaux supérieurs de commandement évitaient le langage direct, mais leur intention était claire. Il s'agissait d'exercer une pression, de s'assurer que l'ennemi comprenne les conséquences de ses actes, de ne pas faire preuve d'indulgence envers ceux qui avaient provoqué la mort de millions de personnes. En pratique, cela se traduisait par une politique de terreur déployée avec froideur, bien qu'habillée d'une apparence de spontanéité. Certains officiers tentèrent d'établir des limites en rédigeant des directives pour protéger les infrastructures ou exiger le respect de certains groupes, mais leurs instructions étaient souvent ignorées. L'élan prédominant était unique, restituer la souffrance accumulée, peu importe qui recevait le coup. Des soldats soviétiques interrogés des années plus tard se souvenaient avoir ressenti un mélange de satisfaction et de vertige à l'idée d'agir sans restriction. Pour beaucoup d'entre eux, il ne s'agissait pas d'une campagne militaire, mais d'une sorte de catharsis nationale. Parmi les combattants, la phrase « ils ont commencé » se répétait, comme si cette justification suffisait à libérer tout élan destructeur. L'environnement contribuait à cette mentalité. Les villes allemandes, avec leurs rues encore intactes et leurs maisons remplies d'objets non détruits par la guerre, semblaient trop propres, trop confortables. Pour ceux venus de l'horreur du front de l'Est, c'était une provocation. Nombre d'entre eux l'exprimaient avec des mots simples. Ils vivèrent bien pendant que nous mourions. Cette perception, nourrie par des années de propagande constante, servait d'argument pour prendre tout ce qu'ils trouvaient, sans demander la permission ni offrir d'explication.
Le message venu de Moscou, bien que revêtu d'une rhétorique officielle, ne se limitait pas au symbolique. Dans chaque bulletin, à chaque intervention publique, on renforçait l'idée que la vengeance n'était pas seulement légitime, mais aussi nécessaire pour réaffirmer la dignité nationale. Le commandant en chef de l'armée rouge, Zhukov, signait des documents évoquant « discipliner l'ennemi par l'exemple » ou « marquer au feu la mémoire des responsables ». Ces phrases étaient accueillies avec enthousiasme par la presse, qui en faisait des slogans populaires. Certaines étaient même imprimées sur des tracts largués depuis des avions au-dessus des populations conquises. Aux yeux de la population civile, cela signifiait que tout acte de brutalité était soutenu par une volonté supérieure. La doctrine du châtiment ne surgit pas de manière improvisée. Dès les premiers mois du conflit, les médias soviétiques avaient inculqué une vision binaire de l'affrontement. Les Allemands n'étaient pas simplement des adversaires politiques, ils étaient les porteurs d'un projet d'extermination auquel il fallait répondre avec une égale sévérité. Dans les actualités du comité d'État du cinéma, on montrait des images de villages rasés par les nazis, accompagnés de récits parlant d'enfants brûlés vifs, de femmes pendues aux arbres et de vieillards torturés. Bien que beaucoup de ces récits soient vrais, leur usage systématique et l'accent constant mis sur la barbarie de l'ennemi créaient un climat d'indignation permanente. Cette indignation, canalisée dans la bonne direction, servait de moteur pour justifier ce qui venait ensuite. Au sein de l'armée rouge, circulaient des bulletins internes soulignant l'importance de maintenir la fierté des soldats et de ne pas intervenir si les sentiments de justice populaire se manifestaient avec vigueur. Certaines unités avaient leurs propres interprétations de ces phrases, et ce qui, dans certains cas, était un avertissement, fonctionnait dans d'autres comme un feu vert. La confusion faisait partie du dispositif. En n'établissant pas de règles claires, les hauts commandements s'assuraient que tout excès pouvait être considéré comme une expression spontanée et non comme une politique délibérée. Cette ambiguïté servait l'objectif principal: décharger le ressentiment collectif sans assumer de responsabilité directe. Sur le plan officiel, on évitait de parler de ce qui se passait sur le terrain. Les rapports adressés à Moscou contenant des plaintes pour abus étaient classés ou minimisés. Lorsqu'un diplomate étranger posait des questions sur la situation dans les zones occupées, la réponse standard affirmait qu'il s'agissait d'actions de stabilisation et que les cas isolés d'indiscipline seraient corrigés. Il n'existait aucune volonté politique de reconnaître que, derrière la façade triomphaliste, se cachait une campagne systématique d'humiliation. La destruction physique ne suffisait pas. Il fallait aussi réduire le moral, faire en sorte que chaque citoyen du Reich éprouve, ne serait-ce qu'un instant, ce que signifiait être traité comme un être dispensable. Les journaux locaux, placés sous le contrôle soviétique, commencèrent à publier des textes signés par des comités populaires, qui célébrait les actions de l'armée rouge comme une libération non seulement politique mais aussi morale. Ces articles soulignaient que les soldats avaient apporté la justice là où régnait autrefois l'oppression, que chaque acte de violence était une conséquence logique du passé récent et que l'Allemagne devait apprendre à ne pas répéter ses erreurs. Ce récit trouvait un écho parmi la population de l'autre côté du front. Dans des villes comme Smolensk, Minsk ou Sébastopol, les survivants de l'occupation nazie applaudissaient les nouvelles des excès commis sur le territoire allemand, non pas par insensibilité, mais parce qu'ils avaient enfin l'impression que leur propre douleur trouvait un reflet. Au fil des semaines, cette logique se consolida. Ce qui, au départ, pouvait sembler une réaction incontrôlée, devint un système non écrit, mais partagé par la majorité. Les pillages étaient tolérés tant qu'ils ne compromettaient pas les intérêts stratégiques. Les violences physiques étaient invisibilisées si elles n'interféraient pas avec les mouvements des troupes. Les humiliations publiques étaient ignorées, sauf lorsqu'elles suscitaient les protestations d'autres alliés. Moscou, loin de condamner ces pratiques, renforçait l'idée que l'ennemi devait apprendre par la voie la plus directe. Même lorsque certains commandants locaux rédigèrent des plaintes formelles, leurs supérieurs leur rappelèrent qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner la guerre, mais de réécrire l'équilibre du continent. La formation politique au sein de l'armée comprenait des séances où l'on passait en revue les atrocités commises par les nazis, avec une charge émotionnelle conçue pour provoquer une indignation immédiate. On montrait des photographies, on lisait des lettres interceptées et on projetait des documentaires.
Après ces séances, les soldats sortaient avec le sentiment d'accomplir une mission historique, car toute action entreprise dans les semaines suivantes était présentée comme une étape supplémentaire vers la restauration de l'honneur collectif. Ceux qui doutaient étaient considérés comme naïfs et l'idée de se contenir était perçue comme une faiblesse au point que certains commissaires politiques commencèrent à dénoncer les officiers prônant la modération. Dans le discours public, les violences commises n'existaient pas, mais dans la sphère privée, elles étaient racontées avec fierté. Les journaux personnels de certains combattants, retrouvés des années plus tard dans les archives militaires, révèlent un mélange troublant de fierté, de honte et de désarroi. Certains écrivaient qu'ils n'auraient jamais imaginé faire ce qu'ils avaient fait. D'autres disaient qu'ils avaient enfin le sentiment que l'ennemi avait goûté à sa propre médecine. Mais presque tous s'accordaient sur un point. Ce qui s'était passé avait été encouragé, permis et, dans de nombreux cas, célébré par ceux qui dirigèrent la guerre depuis leur bureau. La vengeance ne fut pas une conséquence indésirable, mais une partie intégrante du plan. Ceux qui ont choisi un autre chemin, décision individuelle au milieu du déploiement brutal. Dans un immeuble à appartements à Berlin, une femme d'âge moyen nommée Dora attendait avec anxiété l'avancée des troupes soviétiques. Consciente du danger que représentait leur arrivée, elle avait caché sa fille cadette dans une grande valise à l'intérieur d'une armoire encastrée, recouverte de vêtements pliés et de vieilles couvertures. Elle avait averti la fillette de ne pas faire de bruit, peu importe ce qu'elle entendrait. À ce moment-là, la porte principale fut renversée d'un coup. Dora se retrouva seule face à 3 soldats armés qui fouillaient rapidement l'appartement. L'un d'eux commença à chercher dans les tiroirs d'une commode, tandis qu'un autre se dirigeait vers l'armoire. Le troisième s'approcha de Dora, la regarda en silence quelques secondes, puis fit signe à son compagnon de s'éloigner de l'armoire. Le soldat obéit sans un mot et alla inspecter une autre pièce. Une fois qu'ils eurent terminé de fouiller, les 3 partirent, sans rien emporter ni la toucher. En fermant la porte, le dernier tourna la tête vers Dora et murmura en russe de sortir la fille de sa cachette, qui était désormais en sécurité. Il n'y eut plus de paroles. Lorsqu'ils s'en allèrent, Dora ouvrit l'armoire et trouva sa fille en sueur et tremblante, mais vivante. Dans les jours suivants, la femme ne revit jamais ce soldat, bien qu'elle le cherchât parmi les patrouilles qui traversèrent la rue. Son visage resta gravé dans son esprit, jeune et tendu, mais maîtrisé. Personne d'autre dans l'immeuble n'eut autant de chance. Dans les étages inférieurs, d'autres voisines racontèrent que les soldats avaient été brutaux. Au 2e étage, une mère et sa fille adolescente avaient été entraînées au sous-sol par un autre groupe. Au 5e, une vieille femme fut poussée dans les escaliers en tentant d'empêcher le passage d'un groupe armé. Mais Dora et sa fille furent l'exception. Un second cas documenté se produisit en périphérie de Dresde. Une femme enceinte marchant sur un chemin rural avec son beau-frère fut interceptée par 2 soldats, les soviétiques. En remarquant son état, l'un d'eux s'arrêta net et ordonna en russe à l'autre de baisser son arme. Une brève discussion s'ensuivit entre eux. Le premier montrait la femme du doigt, tandis que l'autre insistait avec des gestes agressifs. Finalement, le soldat intervenant pointa le sol et força son compagnon à faire demi-tour. Tous 2 s'éloignèrent dans la direction opposée sans rien dire de plus. La femme s'effondra à genoux sur le sol, tandis que son beau-frère l'aidait à se relever. Ils ne les reviennent jamais. Dans le livre Befreier und Befreit, on relate également le cas d'une jeune fille nommée Elsa, capturée par un groupe de soldats qui la traînèrent jusqu'à un bâtiment abandonné. L'un d'eux, apparemment plus âgé, demanda à rester à l'entrée pour surveiller tandis que les 2 autres montaient avec la jeune fille. Dès qu'ils s'éloignèrent, l'homme regarda Elsa et lui dit de courir par l'arrière, de ne pas s'arrêter et de ne pas se retourner. Elle hésita quelques secondes, mais voyant que le soldat ne bougeait pas et qu'il avait rangé son arme, elle se mit à courir sans réfléchir. Elle atteignit une rue latérale où un groupe de réfugiés l'aida à se cacher. Personne ne la revit dans le bâtiment. Quelques jours plus tard, un voisin raconta que le soldat resté à la porte fut arrêté par ses supérieurs après avoir refusé de participer aux raids nocturnes. La dernière information est qu'il fut transféré dans un convoi vers la frontière. Dans un village près de Kustrin, une jeune femme tenant un bébé dans ses bras fut surprise par un groupe de soldats qui pénétra dans la maison. L'un d'eux, avec des insignes de grade supérieur, ordonna aux autres de quitter les lieux et resta seul avec la mère. Il s'approcha d'elle, lui offrit de l'eau et du pain, puis s'assit sur une chaise sans prononcer un mot.
Après quelques minutes, il lui dit de quitter le village au plus vite et de ne pas revenir. La femme prit l'enfant et partit à pied sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. 2 rues plus loin, elle entendit des coups de feu. L'officier ne sortit jamais du bâtiment. Son corps fut retrouvé quelques jours plus tard sur la même chaise, avec une balle dans la tête. On ne sut jamais qui l'avait tué. Parmi les témoignages recueillis par les organisations d'aide civile après la guerre, figurent de nombreuses mentions de soldats qui s'écartaient du comportement généralisé de violence et de pillage. Une femme de Leipzig déclara qu'un jeune soldat soviétique lui avait donné une couverture et un morceau de pain sans rien dire, avant de disparaître entre les arbres. Un autre témoignage de la région de Mecklembourg raconte qu'un vieil homme fut protégé par un soldat qui l'aida à transporter de l'eau depuis un puits pendant plusieurs jours, sans rien accepter en retour. Selon le rapport, ce soldat fut ensuite réprimandé par un officier en pleine rue. Malgré la brutalité générale qui caractérisa de nombreux épisodes lors de l'avancée soviétique, ces gestes isolés restèrent dans la mémoire de certaines victimes comme des signes minimaux d'humanité. Ils ne changèrent pas le cours des événements ni n'évitèrent la tragédie collective, mais empêchèrent que certaines personnes perdent la vie à des moments clés. Dans les rapports recueillis par les autorités locales après le retrait des fronts actifs, des noms de soldats soviétiques furent également identifiés comme ayant eu une conduite respectueuse ou même protectrice. Dans plusieurs cas, ces soldats furent rapidement réaffectés à d'autres zones. Aucune promotion, décoration ni mention officielle de leur comportement ne fut documentée. En revanche, dans les fiches internes de l'Armée rouge, certains apparaissent avec des annotations suggérant des problèmes de discipline ou un manque d'initiative au combat. Un ancien commandant de bataillon, interrogé dans les années suivantes, il a été assuré que la plupart de ceux qui choisissaient de ne pas participer aux actions répressives étaient considérés comme faibles ou peu fiables. La structure de commandement ne récompensait pas les actes individuels de compassion et la pression de groupe favorisait l'obéissance sans remise en question. Pourtant, certains ont décidé d'agir différemment, même si ce n'était qu'une seule fois. Tout au long des plus de 400 pages du rapport de témoignage recueilli par l'équipe de documentation civile après la fin du conflit, à peine une douzaine de ces cas sont mentionnés parmi des milliers de récits de violence. Cependant, leur présence constante dans la mémoire des rares qui les ont vécus montre que, même dans les contextes les plus durs, il y a eu des décisions individuelles qui ne suivaient pas le schéma dominant. La plupart de ces épisodes n'ont laissé ni nom, ni grade, ni détails précis. Mais pour ceux qui ont été sauvés par ces gestes, chacun de ces soldats était rappelé pour ce qu'il avait fait à cet instant, et non pour l'insigne qu'il portait ou le pays qu'il représentait. L'histoire de Dora et Boris fut l'une de ces exceptions. Quand personne n'a voulu regarder, témoins, journalistes et censure de l'horreur. À la fin du mois d'avril 1945, les correspondants de guerre commencèrent à recevoir des signaux contradictoires concernant ce qui se passait dans les territoires occupés par les forces soviétiques. Certains tentèrent de s'approcher des zones où des abus étaient signalés, mais comprirent rapidement que leur accès serait limité ou refusé. Plusieurs reporters, accompagnant les troupes alliées sur le front occidental, exprimèrent leur inquiétude face à l'absence d'images ou de récits provenant de l'Est. Au fur et à mesure que s'accumulaient les témoignages de réfugiés et de soldats alliés servant de liaison avec les soviétiques, un schéma se dessinait que beaucoup préféraient ne pas mentionner publiquement. Les informations les plus sensibles n'étaient pas publiées. Certains correspondants les envoyaient, mais elles étaient bloquées par les officiers de censure militaire. D'autres les retenaient volontairement, conscients que les commandants n'autoriseraient pas leur diffusion. Au début du mois de mai, il devint évident que les abus commis par les soldats soviétiques n'étaient pas des incidents isolés. La recoupe des témoignages de civils fuyant la Prusse orientale, la Silésie et Berlin indiquait que les agressions sexuelles et les attaques contre la population n'étaient pas sporadiques. Les rédactions de Londres, New York et Melbourne commencèrent à recevoir des chroniques privées de leurs envoyés, avertissant que la violence était systématique, en particulier envers les femmes allemandes de tous âges. Cependant, ces lettres étaient envoyées sous enveloppe fermée ou remises personnellement par des diplomates ou collègues revenant de mission, jamais par les canaux militaires habituels. L'un des premiers à aborder le sujet de manière plus directe fut Osmar White, journaliste australien affecté au front européen.
Grâce à ses propres sources et à des conversations avec des soldats polonais, tchèques et américains ayant eu contact avec l'armée rouge, il construisit un tableau alarmant. White rapporta que les agressions sexuelles de masse faisaient partie d'une vague de représailles contre la population civile. Dans un de ses rapports internes, il écrivit que le nombre de victimes pouvait se compter par centaines de milliers et qu'il n'y avait aucun contrôle réel de la part des commandants soviétiques. Il avertit également que la brutalité touchait filles, femmes âgées et femmes enceintes, sans exception. Les descriptions étaient succinctes, avec un langage froid, mais elles laissaient clairement entendre qu'il ne s'agissait pas de ni rumeurs ni propagande ennemie. White a tenté de publier une partie de son matériel dans les médias alliés, mais a reçu des instructions strictes pour modérer le langage et éviter toute allusion directe aux soviétiques. Dans un autre rapport, envoyé de manière confidentielle à ses supérieurs en Australie, il expliquait que les victimes étaient considérées comme du butin de guerre et qu'il existait une sorte d'accord tacite entre les hauts responsables soviétiques pour ne pas intervenir. White lui-même a signalé que la plupart des correspondants britanniques et américains en Allemagne étaient au courant de ce qui se passait, mais évitaient de traiter le sujet dans leurs notes. Certains justifiaient leur silence comme une manière de préserver l'unité alliée. D'autres supposaient simplement que le public n'était pas prêt à accepter que les libérateurs puissent se comporter avec une telle violence. Certains officiers alliés ont transmis des plaintes officielles concernant ce qu'ils observaient ou recevaient via leurs contacts. Dans plusieurs zones d'occupation partagées temporairement avec les soviétiques, des médecins britanniques et américains ont signalé l'arrivée de femmes allemandes en état de choc, blessées ou malades, affirmant avoir été violées par des groupes de soldats. Les autorités alliées recueillaient ces témoignages, mais n'engagèrent pas de procédure formelle, arguant qu'elles ne pouvaient pas juger les forces d'un autre pays sans structure judiciaire commune. Dans de nombreux cas, les témoignages étaient archivés ou simplement détruits. Dans une lettre interne, envoyée par un commandant américain stationné près de Leipzig, il était reconnu que les soldats soviétiques agissaient en toute impunité et que toute tentative de freiner leurs abus générait des tensions diplomatiques immédiates. La même lettre mentionnait que, dans certains villages, les soviétiques avaient été avertis par des civils de la présence de résidents cachés, entraînant des descentes dans les caves, abris et hôpitaux. Les réactions de la population locale étaient prévisibles. Peur, silence et, dans de nombreux cas, décisions désespérées menant à la mort de familles entières. Ces situations se répétaient dans différents endroits, avec de légères variations, mais toujours selon le même schéma. Les autorités d'occupation occidentale privilégiaient le contrôle de l'ordre et de la logistique militaire, reléguant au second plan les revendications de la population civile allemande, même lorsqu'elles incluaient des crimes de masse. La censure militaire alliée, en particulier britannique, appliquait des filtres stricts aux chroniques de guerre. Les références aux viols massifs étaient systématiquement supprimées ou modifiées. Certains rédacteurs ont reçu des instructions explicites pour omettre toute mention d'abus sexuels commis par des soldats de l'armée rouge. Cette décision était justifiée pour des raisons politiques. La nécessité de maintenir l'alliance avec l'Union soviétique, le risque d'alimenter des sentiments pro-russes ou pro-allemands parmi la population et la difficulté de vérifier avec exactitude les faits. À Londres, plusieurs journalistes expérimentés ont tenté d'ouvrir un espace pour raconter ce qui se passait. Mais leurs éditeurs leur rappelaient que ce type de contenu était jugé inapproprié en période de célébration de la fin de la guerre. De plus, les équipes de relations publiques des Alliés renforçaient une narration triomphaliste dans laquelle les Soviétiques étaient représentés comme des héros libérateurs. Les montrer comme auteurs de crimes pourrait nuire à la perception publique de l'effort conjoint. Certains correspondants ont commencé à tenir des journaux personnels avec des détails qu'ils savaient ne pas être publiés. Dans ces textes s'accumulaient des scènes d'horreur, des témoignages de victimes et des observations directes qui n'apparaissaient pas dans la presse de l'époque. Beaucoup de ces documents ne seraient révélés que plus tard, des décennies plus tard, lorsque les archives militaires furent déclassifiées ou lorsque des journalistes, désormais retraités, décidèrent de publier leurs mémoires. Le silence s'étendait même parmi les soldats eux-mêmes. Certains membres des troupes britanniques et américaines, témoins des conséquences des attaques, choisissaient de ne pas en parler, même dans leurs lettres aux familles. D'autres en parlaient, mais sans entrer dans les détails.
Dans certains cas, les médecins militaires rédigeaient des rapports cliniques avec des diagnostics vagues, évitant de mentionner les causes précises des blessures liées à des violences sexuelles. Dans les hôpitaux de campagne et postes de soins, les victimes étaient traitées rapidement, sans enregistrer leur identité complète ni celle des agresseurs. L'objectif principal était d'éviter tout incident diplomatique avec le haut commandement soviétique. Certains officiers du service médical protestèrent contre cette pratique, mais leurs réclamations ne prospérèrent pas. Sur le terrain, la priorité était de maintenir la coopération entre alliés et de ne pas créer de conflits internes au milieu du partage territorial. La structure militaire alliée, surtout dans les zones proches de la ligne de contact avec les soviétiques, adoptait une attitude pragmatique. Documenter les crimes pouvait compromettre les accords, il valait donc mieux agir avec discrétion. La conséquence immédiate fut une absence quasi totale de dossiers officiels. Les seules sources disponibles étaient des lettres privées, des témoignages oraux et des journaux personnels. Malgré le contrôle de l'information, certains fragments de vérité parvinrent à filtrer. Quelques articles brefs dans des journaux régionaux faisaient référence au chaos dans les zones libérées par les soviétiques, mentionnant de manière ambiguë des situations de violence et de désordre. Cependant, ces publications étaient minimes et n'avaient pas de résonance majeure. Les grands journaux internationaux maintenaient un ton officiel. Dans les reportages de correspondants de renom à Berlin, Moscou ou Vienne, les références aux violences sexuelles étaient remplacées par des phrases génériques comme « vengeance contre la population civile » ou « comportement indiscipliné de certaines unités ». Cette ambiguïté protégeait les commandements soviétiques, mais limitait également la possibilité de rendre visible ce qui s'était passé. Même lors des conférences de presse alliées, lorsqu'on posait des questions sur les conditions à l'Est, les porte-paroles évitaient de donner des détails. On insistait sur la nécessité de respecter les différences culturelles et de comprendre la souffrance du peuple russe pendant la guerre. Toute critique envers l'armée rouge était perçue comme une menace pour la fragile relation avec Moscou. Le résultat fut un vide informationnel qui dura des années. La société internationale, et même de nombreuses victimes, supposa que leurs histoires ne seraient ni entendues ni validées. L'horreur resta enfermée dans des récits privés, relégués au domaine de ce qui ne pouvait être dit.